il y a un problème entre la psychanalyse et le corps. Il y a cette idée que, au fond, il y aura un évitement analytique du corps, alors qu'il suffit de rappeler cette évidence, mais dont on ne tire pas toujours les conséquences, c'est-à-dire que Freud n'a pu commencer qu'avec le symptôme hystérique, qui est évidemment sous la forme conversive et éminemment la venue sur le devant de la scène d'un corps. Alors, je me suis dit, c'est vrai que dans Corps et symptômes, j'ai beaucoup travaillé ça, aussi avec mes étudiants Paris 7, comment reparler à nouveau de ça sans se répéter, peut-être en reprenant cette question dans son vif, quoi. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre, entre guillemets, bien sûr, un corps peut en cacher un autre. C'est vrai que c'est une formule qui m'était venue dans Corps et symptômes, avec comme sous-titre Corps inconscient symptômes. Voilà. Donc mon propos va être très structurel, quoi, hein, bien sûr. J'espère pas trop général, mais en tout cas structural. C'est un peu l'enjeu de cette série d'interventions, la place du corps en psychanalyse. Alors, qu'est-ce que je veux dire en disant qu'un corps peut en cacher un autre? Ça paraphrase la formule qui date d'une certaine époque ferroviaire. On rappelait que, attention, un train peut en cacher un autre. Bon, maintenant, les aiguillages sont un peu différents, mais voilà. Et évidemment, ça supposait de ne pas confondre deux trains, si je peux dire. Les deux corps dont il s'agit, hein, auxquels je fais allusion ici, sachant que nous n'en avons qu'un de corps, hein, mais les deux corps qu'il s'agit de distinguer, c'est le corps organique et le corps dont s'occupe la psychanalyse, le corps en tant qu'il est touché par l'inconscient. Hein. Le corps organique, c'est bien sûr le corps dont s'occupe la biologie, dont s'occupe la médecine. Je rappelle toujours aussi la conjonction sur laquelle vous vous appuyez, hein, c'est-à-dire psychanalyse et médecine, dont on parle aussi à Paris 7, psychanalyse et médecine. Quel est le sens de cette conjonction? Et puis, on a un corps qui est, il faut le dire, professionnellement, c'est donc pas un reproche, dénié par la médecine, qui a assez à faire avec le corps organique, qui est le corps dont nous nous occupons. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de poser le problème comme ça? Parce qu'il y a une autre manière de le poser, qui est plutôt en impasse, je trouve, c'est-à-dire de dire que le corps réel, c'est le corps organique, et que, ma foi, il y a ce dont s'occupe la psychanalyse, c'est-à-dire la psyché. Hein, et notamment la psyché dans sa dimension inconsciente. Et dès lors, le corps ne serait que la matière plus ou moins molle ou plus ou moins vivante, sur laquelle s'appuie la psyché inconsciente. Voilà. Et donc, c'est le dualisme, là, qui ne va pas. Voilà. Enfin, une certaine pratique du dualisme, parce qu'on a besoin d'une dualité. Il y a une certaine pratique du dualisme qui ne va pas. Et d'une certaine manière, la psychosomatique, sur laquelle j'ai une évaluation critique, mais enfin que j'assume, hein, c'est pas une évaluation dogmatique, mais la psychosomatique est un pont qui a posé de vrais problèmes cliniques, je vais sans doute y revenir, mais un pont artificiel, hein, d'une certaine façon, à mon gré, je vais expliquer pourquoi, entre d'une part la psyché et d'autre part le soma. Hein, d'inspiration d'ailleurs médicale, qui ensuite a tenté certains analystes, et je pense évidemment toute la démarche de l'école psychosomatique de Paris, où il y a des choses extrêmement intéressantes discutées dans la clinique, mais ma voix sera donc freudienne. Elle ne s'appuie pas sur un dualisme, mais sur quelque chose d'autre que je voudrais évoquer. Voilà. En disant un corps peut en cacher un autre, on évite de cantonner l'inconscient dans la psyché. Il est évident qu'il y a une causalité psychique, il est évident que c'est là-dessus que s'appuie l'analyse freudien, hein. Mais c'est ce que je présente très souvent, souvent aussi à mes étudiants en formation, parce que quand on intervient aussi dans des situations corporelles, que peut dire la psychanalyse? Je partirai d'un exemple simplet. Hein. Quand il y a une problématique grave, récidivante de plaintes corporelles, somatiques, organiques, il y a des sujets qui se plaignent vraiment, et que désormais la médecine dite scientifique a les moyens de plus en plus, pour le bien-être de notre santé, n'est-ce pas, d'investiguer ce corps organique. Sauf que ce corps organique, vous voyez comment il est investigué. Hein. Il est investigué sous la forme d'examen. On donne un petit bout de corps pour tenter de voir ce qui ne va pas dans le fonctionnement. Hein. On est bien content de le donner si on est inquiet. Bon. Et d'autre part, l'imagerie médicale. Voilà. Alors, c'est ça. D'une certaine manière, je ne crois pas exagérer en disant que l'examen clinique dans la médecine du corps classique est de plus en plus réduit, puisqu'il s'agit d'aller tout droit à l'examen et à la scannérisation.
Mais alors, que faire de ces sujets pour qui, dans le corps, ça ne va pas? Ça ne va pas du tout. Alors que la scannérisation et les examens ne révèlent rien. Dire à un sujet, monsieur ou madame, vous n'avez rien. Ou alors, si ça doit être psy. Bon. Et dans le meilleur des cas, adressez-vous à un psychologue. Non. Ça ne va pas dans le corps. Voilà. C'est bien dans le corps que ça ne va pas. Pour prendre l'exemple basique, un hypochondriaque, ce n'est pas simplement un malade imaginaire, c'est un malade, le vrai grand hypochondriaque, qui souffre charnellement dans son corps. Donc, il ne suffit pas, enfin, nous ne sommes pas assez médecins pour croire au psy. Vous voyez ce que je veux dire dans ce cas-là? Il faut nous confronter au corps, naturellement au corps qui est indexé sur la causalité inconsciente, psychique, hein, mais qui est le lieu même où se forment les symptômes. Alors, cet autre corps, je ne dresserai pas un portrait, vous le devinez, complet du corps organique biomédical. Enfin, c'est celui qui est dans la pratique médicale, dans les manuels de biologie, etc., la recherche. Mais cet autre corps sur lequel nous avons seul autorité à dire quelque chose, mais quelque chose qu'aucun autre discours ne peut articuler. Hein, c'est là où il faut être ferme. C'est justement ce corps qui est touché par l'inconscient, ce corps avec lequel on fait du symptôme, certes avec une causalité psychique, hein, je vais y revenir, mais tel que c'est le corps lui-même qui est le lieu d'articulation, voire d'écriture de ces symptômes. Voilà. C'est ce corps qui est caché par la médecine, qui est dénié par la médecine. Il ne s'agit pas, ça va de soi, mais je dis quand même, du moins discours de misonisme, comme on dit, c'est-à-dire la haine de la nouveauté scientifique et médicale. Hein. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit en fait de mettre à jour ce corps qui est, d'une certaine manière, le résidu du corps de la médecine. Vous savez qu'en français, il y a ce jeu de mots amusant, que le corps médical, c'est l'ensemble du corps que forment les médecins, mais c'est aussi le corps qui occupe la médecine. Bon. Les médecins font corps. Bon. Et les analystes ont un peu plus de mal à faire corps, mais enfin, ils tentent de faire corps. Bon, un ordre des médecins, etc. Bon. Mais il y a le corps dont s'occupe la médecine. Quand je parle du corps médical, c'est le corps dont s'occupe la médecine. Donc, dire qu'un corps peut en cacher un autre, ça permet d'éviter une sorte de psychologisme qui s'intéresserait au corps comme de surcroît, hein, quand on a le temps. C'est du coup, et il me semble que c'est la démarche freudienne, dont on peut s'étonner que pas mal de psychanalystes l'ont oublié. Enfin, c'est pour ça que parler de psychanalyse et médecine, ça me paraît hautement salubre, pourquoi, hein, de revenir à cette question-là. C'est-à-dire, au fond, ce corps, qui est le corps freudien dont je voudrais rappeler le portrait. Ben, évidemment, ce portrait va être détaillé dans toute la série de ces interventions. Il a déjà été question, mais sur l'année dernière et lors de l'exposé précédent, de la dimension narcissique. Mais enfin, d'abord, ce corps, ça ne vous étonnera pas, mais pour le nommer d'emblée, c'est le corps pulsionnel. C'est ce corps qui, on connaît ça par cœur, mais est-ce qu'on en tire toutes les conséquences de ces choses basiques, enfin sur la corporéité inconsciente, hein? C'est le corps de la libido. C'est ce corps du plaisir et quelque chose de plus qui est la jouissance, qui vient s'articuler directement au fonctionnement organique. Hein? Prendre là aussi l'exemple bien connu, le nourrisson, il est dans une fonction organique de nourrissage, comme son nom l'indique, hein? avec des réflexes organiques patentés, si je peux dire. Hein? Il n'y a pas d'inconscient là-dessous. Il y a d'abord une machine. Le corps, c'est aussi une machine. Ça me paraît très important de comprendre que pas tout du corps est touché par le symptôme inconscient et par le signifiant. C'est aussi une machine à organes. C'est même, dira Lacan, à l'occasion, un paquet de viande. Mais dès lors que le nourrisson, pour rappeler un exemple tout à fait basique, commence à prendre un plaisir supplémentaire à l'exercice de sa fonction organique, s'il ne se contente pas d'aspirer mécaniquement pour la fonction nutritive programmée organiquement, mais qu'il se met à sursauter, la carrière de sa libido commence. Voilà. Hein, voilà. C'est ce que Freud appelle Neben Gewinn Lust, hein, c'est-à-dire Lust, un plaisir, Neben à côté, Gewinn en plus, plus exactement un gain. D'une certaine manière, c'est le germe de la jouissance au sens de Lacan, vraiment le germe, enfin, il y reviendra sans doute. Alors, je rappelle des choses très basiques, mais au fond, osons parler du corps, dès lors que nous avons l'hypothèse de la libido. Et d'une certaine façon, ne laissons pas la réalité du corps
à l'organicité. L'une des questions fondamentales, qui est, vous le voyez bien, clinique, fortement clinique, et par la même métapsychologique, hein, parce que la métapsychologie, c'est la théorie de la clinique prise à la lettre, donc, eh bien, elle s'efforce de faire un portrait de ce corps, de cet autre corps. Donc non seulement un corps, vous voyez lequel, peut en cacher un autre, il est peut-être fait pour ça. Et il me semble que, vu comme ça, la psychanalyse lève un refoulé, un de plus, un refoulé du côté de cette dimension de l'autre corps inavouable. L'entendement médical, a priori, n'a rien, sans doute, pour le fait qu'on prenne en compte cet autre corps, mais il me semble qu'il y a quand même une résistance fondamentale dans ce que j'appelle un entendement médical, d'une formation médicale, à penser que le corps soit capable de ces choses qui n'obéissent pas directement à une causalité organique. Voilà. Eh bien, au fond, l'hystérique, je ne vais pas être trop long sur l'hystérie, on connaît l'hystérie. Mais enfin, le corps hystérique, qu'est-ce que c'est? C'est un corps qui, justement, vient sur le devant de la scène pour montrer, sous la forme, bien sûr, de la conversion. Il faudrait peut-être redécouvrir cette notion de conversion qui a encore beaucoup de mystère. On voit apparaître sur la scène du corps un conflit inconscient qui, comme dit Freud, j'aime bien cette formule, qui cherche à obtenir un moyen d'expression. Donc le corps n'est pas le parent pauvre de la psyché inconsciente. Ce n'est pas simplement le matériel, le moyen, le support, la matière, la cire molle ou vive, peu importe, sur laquelle l'inconscient s'imprime. Il faut redécouvrir, c'était ça, enfin, c'est vraiment ça effectivement qui m'a passionné quand j'avais écrit Corps et symptômes. Je me disais même que parmi tous les objets cliniques tellement riches de la psychanalyse, c'est probablement la question du corps qui est la plus intéressante. Peut-être, il faut bien le dire, parce que le corps touche à la jouissance. Sur le corps, vous travaillez sur le corps, ça touche aussi à la jouissance. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des moments passionnants, on n'a pas le dernier mot, hein, mais des moments passionnants quand on voit apparaître des effets corporels de l'inconscient. Hein. Qui n'émargent pas au registre médical et qui naturellement n'ont absolument rien qui aurait à faire avec un corps plus ou moins éthérique, enfin, ou un corps, c'est pas non plus le corps des médecines douces, c'est pas le corps des sagesses corporelles. Hein. La psychanalyse ne croit pas tellement à une sagesse qui vienne du corps, pas plus que du reste. Par contre, que le corps soit capable de tout ça, à commencer par l'hystérie, c'est un point absolument essentiel. Donc, revenons à une clinique du corps inspirée par la psychanalyse et qui n'oublie pas ce corps quand il prend la parole. Il est d'ailleurs très, très approximatif, je le dis toujours, de dire que le corps prend la parole. Parce que certains parlent très facilement du langage du corps. On a envie de faire ça, mais préférez dire que le corps se met à déclencher quand la parole est en crise. Comme le dit Freud joliment, chez l'hystérique notamment, le corps se mêle à la conversation. Mitsprechen, ça parle avec. C'est l'exemple que je donnais lors de mon intervention l'année dernière. Voilà, ça peut être un gargouillis de ventre pendant une séance, quelque chose de tout à fait élémentaire, mais c'est un moment, ou chez l'obsessionnel d'ailleurs, il y a des crispations de corps extrêmement importantes. Donc, c'est pas parce que l'inconscient est langage que le corps devient la matière même du langage, donc c'est quelque chose de second. Bien sûr, pas pouvoir parler de tout, bien sûr, mais Lacan nous donne des éléments avec la théorie du réel. Le réel, c'est le corps, pour comprendre cette fonction. À la fois, sans doute, irréductible au symbolique, et qui, en même temps, est un monde de manifestation. Voilà. Donc, allons-y, nous sommes entre nous. D'une certaine manière, l'analyste est bien un médecin. Bon. Un médecin, certes, sans diplôme médicaux, qui n'est pas pour autant dans l'exercice illégal de la médecine, mais qui a affaire à un corps ignoré par la médecine et d'une certaine façon, alors ça, vous devinez, ça a d'immenses conséquences. J'en ai évoqué simplement quelques-unes, mais il me semble que c'est la problématique intéressante, hein, parce qu'elle nous permet de ne pas mélanger au fond un discours semi-médical, semi-analytique, et en même temps, elle affirme une ambition de la psychanalyse sur la question de la corporalité. Parce que, comme vous le rappeliez, au fond, bon, cette idée que l'analyste aurait peur du corps, c'est vraiment une fable. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que la séance analytique est une séance de langage que le corps ne barque pas, loin de là. Mais il apparaît justement d'autant plus fortement
que le corps, on n'est pas prosterné face au corps. Voilà. On n'a pas la superstition, même, je dirais, du corps dans une certaine mesure. On passe par le désir du sujet, par ses signifiants, par ses connexions psychiques, et puis le corps surgit. C'est pour ça peut-être que le corps est de l'ordre de l'événementialité pure. Oui. C'est un moment du réel qui est absolument essentiel. Alors, qu'il s'agisse du symptôme, ou comme je le dis souvent, qu'il s'agisse de l'amour, parce que la psychanalyse, c'est quand même un drôle de savoir qui nous dit que le symptôme, on le fait avec l'amour refoulé, hein, et que l'amour, on le fait avec du symptôme. On voit bien que ces deux états, pour pas toujours tout pathologiser, je vais beaucoup parler de pathologie, ça, on voit bien qu'il n'y a pas de définition matérielle de l'amour qu'une transformation corporelle. Hein. Je le dis comme ça, de façon un peu simplifiée, mais tant que le sujet est amoureux, son corps est modifié. Même si cette modification n'est pas observable au scanner, hein, elle est modifiée. De même qu'un hypochondriaque qui se plaint que ça ne va pas, qu'il a des paresthésies, même si on a fait un excellent bilan, comme on dit, un check-up, qui fait que tout va bien, Freud est formel. Il y a des modifications corporelles chez ces gens-là, chez ces sujets-là. Mais qu'est-ce que c'est? On n'est pas pour autant dans la science-fiction. Des modifications corporelles qui ne s'inscrivent pas dans l'écriture médicale, qui a maintenant vraiment les moyens avec l'imagerie médicale sur laquelle on travaille pas mal, de l'identifier, eh bien, il faut lui trouver un domicile. Alors, Freud n'a jamais, je le dis à chaque fois, mais c'est important, n'a jamais écrit un traité du corps. Hein. Il n'a jamais vraiment écrit quelque chose qui serait au fond un texte de référence. De quoi, d'une certaine manière, confirmer l'hypothèse d'un évitement. Quelque chose comme un évitement du corps, voire un déni. Hein. J'ai une autre version, évidemment. C'est-à-dire que en psychanalyse, on n'objective pas le corps comme un principe. Comme disent les philosophes, on ne l'hypostasie pas. Mais on le rencontre, je reviens à ce que vous avez développé un peu l'année dernière, mais je sais peut-être aller un peu plus loin sur ce point-là, hein, on le rencontre à tous les coins de la clinique, hein, dans ces moments de surgissement clinique, et bien entendu, nous avons à théoriser les fonctions métapsychologiques, les fonctions inconscientes du corps. Hein. C'est notre manière de faire le scanner de ce corps-là. Voilà. Alors, je reprends peut-être un certain nombre de textes qui, chez Freud, parce qu'effectivement les textes chez Freud sont une inspiration clinique permanente, quoi. Effectivement, ce qui m'intéresse dans le dictionnaire, mais toujours dans la pratique, enfin, ce qui nous intéresse souvent, c'est la façon dont chez Freud, la théorie et la clinique vont d'un même pas. Enfin, c'est-à-dire que d'une certaine façon, la théorisation du réel clinique profite à la théorie. Et la théorie se nourrit en permanence de la verdeur, si je peux dire, de l'expérience clinique, qui est la clinique du jour, quoi, hein. Freud n'est pas de ceux qui pensent que pour être un vrai clinicien, il faut abandonner toute pensée, pour la simple raison qu'il y a une pensée dans le symptôme. Une pensée dans le symptôme, c'est ça qui est formidable. Donc, on tente de l'extraire. Hein, voilà. Mais bien entendu, à un moment, on ne pense plus rien, même avec la métapsychologie, et bon, là, il faut laisser parler la clinique jusqu'à ce que les faits qui sont têtus puissent avoir une inscription. Voilà. C'est ce qui explique que Freud ne systématise pas le corps, peut-être même qu'il invalide une croyance au corps. Quand Lacan dira que le corps c'est l'autre nom de la jouissance, d'une certaine manière, il est menacé d'hypostasie. Mais je vous montrerai tout à l'heure qu'il ne l'hypostasie pas pour autant. Il pointe quelque chose qui est essentiel, mais qui a une signification clinique. Alors, exemple, je reprends effectivement quelques-uns de mes textes favoris de Freud, mais pour qu'on puisse les rediscuter, ça me paraît un point essentiel. Je ne vais pas relire toute l'hystérie et le cas Dora et les manifestations du symptôme chez Dora, mais on la retrouvera tout à l'heure. À la fin de la 24e leçon d'introduction à la psychanalyse, toujours avec ce texte que je commence, parce qu'il me paraît intéressant, Freud dit, voilà, une remarque où le corps est impliqué. Il arrive assez fréquemment que chez des personnes qui sont disposées à la névrose, sans souffrir précisément d'une névrose déclarée, il arrive qu'une transformation corporelle, là le corps, une transformation corporelle maladive, par inflammation ou lésion, c'est-à-dire organique, éveille le travail du symptôme.
de telle sorte que ce symptôme, qui lui est donné par la réalité organique. Freud là ne psychologise pas la lésion, quoique évidemment on peut se poser la question de la création de lésions après trauma, c'est une question essentielle. Mais là, il le prend à minima. Il y a un pépin de santé. Voilà. Le corps s'ouvre par inflammation ou lésion. Il faudrait savoir pourquoi il dit ça, c'est le paradigme médical de son temps. À l'époque, on pensait que un organe ou bien s'enflamme, il se pathologise, ou bien il s'enflamme, ou bien il se fissure. Bon. Mais alors, il arrive, ça c'est une question médicale jusque-là, mais il arrive que ça déclenche le symptôme, enfin, que ça éveille le symptôme, de telle sorte que ce symptôme, qui est donné par la réalité, se fait, je trouve cette formule assez sublime, cliniquement, se fait en grande hâte le représentant, le symptôme donné par la réalité, donc le pépin de santé, la coupure dans le corps, se fait en grande hâte le représentant de tous ces fantasmes inconscients qui ne guettent que l'occasion de s'approprier un moyen d'expression. Malheureusement, il ne développe pas, il ne donne pas d'exemple. Alors, essayons de trouver des exemples. D'abord, là, qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, c'est assez curieux. Hein. Voilà des sujets qui sont névrosés, qui ont une structure névrotique, comme nous dirions maintenant, mais qui ne se sont pas déclarés leur névrose. Il dit même, dans le texte allemand, c'est une névrose qui n'ont pas encore une névrose floride, c'est-à-dire une névrose en fleurs. Voilà. Donc on peut dire tout simplement en français qu'ils ne se sont pas déclarés. Donc ce sont des névrosés qui ne se sont pas déclarés à eux-mêmes. Il y a des déclarations d'amour, mais il y a aussi des déclarations, vous voyez, bon, ils ne sont pas déclarés. Mais le corps va les booster là, vous voyez, alors, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez un sujet, certes, qui a quelques problèmes psychiques, mais enfin, pas net. Bon, je simplifie. Bon. Il a un pépin de santé, vous le retrouvez guéri grâce aux soins médicaux, mais vous le retrouvez un névrosé à la convalescence. Voilà. Et c'est un point, alors immense, sans doute vous pensez des exemples quand je dis ça, mais enfin, ces anorexies qui déclenchent après un genou fêlé pendant un cours de gymnastique, enfin, il y a toujours la réalité du corps organique, que là nous ne psychologisons pas, mais vous voyez le bouger du corps, c'est ça qui me paraît intéressant, c'est-à-dire c'est comme si cette modification du corps organique avait produit un déplacement sur le corps pulsionnel. Là, Freud introduit un opérateur majeur qui est le fantasme. Les psychosomaticiens nous disent, je vous assure, vraiment ces patients qui sont très régressifs psychosomatiquement, ils ne rêvent plus, ils ne fantasment plus, c'est pas faux dans la description clinique, ils sont dans le banal, etc. Le collègue Sami Ali à l'époque, de sa retraite il y a quelques années à Paris 7, il développait une clinique très intéressante. Ah. Et pour cause, il ne s'agit pas de faire un portrait de ces sujets qui seraient démentalisés, qui seraient, comme le dit Marty, le fantasme a un autre statut, les productions inconscientes ont un autre statut. Mais alors, je vais le dire brutalement, si le fantasme a moins d'épaisseur psychique, c'est qu'il s'est incorporé. C'est-à-dire, alors, je le dis de façon curieuse, peut-être, il y a un passage à l'acte du fantasme sur le corps. Quelqu'un qui a très bien vu ça, de façon encore plus nette que Freud, d'une certaine façon, à un moment donné, c'est Ferenczi, qui parle dans les pathonévroses, enfin, de cette action plastique, de cette transformation du corps. Freud va reprendre cette idée qui me paraît extrêmement intéressante, d'action plastique. Oui. Il ne nous explique pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi, il faut être très modeste, mais les processus inconscients sont capables d'un influencement plastique du corps, tel que c'est une action un effet beaucoup plus inconscient que les actes beaucoup plus matériels que les processus conscients. S'il me fait comprendre. C'est-à-dire que Freud pose que l'inconscient a cette possibilité plastique. L'un des exemples, évidemment, c'est la conversion hystérique. Mais je crois que la conversion hystérique devrait nous ouvrir la voie à une clinique de la plastique corporelle, c'est-à-dire la possibilité, pour les processus inconscients, de modifier le corps. Enfin, quand Freud, quand même, dès 1893, décrit les paralysies motrices hystériques, en montrant qu'elles ressemblent comme deux gouttes à des vraies paralysies hystériques organiques. Sauf qu'elles sont encore plus graves que les autres. J'insiste beaucoup sur ce texte parce que les hystériques sont capables de contrefaire n'importe quel symptôme. Et évidemment, on peut les démasquer parce qu'elles trichent avec le cortex et qu'il n'est pas possible de faire une hémiplégie, etc.
Mais elles se fichent du cortex. Elles ont la référence de leur anatomie. Et Freud décrit ça en 1893, avant d'avoir créé la psychanalyse. À croire que le corps de l'hystérique, le féminin de l'hystérique est capable de tout. Non. Nous ne voulons pas chercher le secret de l'âme et du corps, hein, qui travaille toujours les philosophes, mais nous devons, il me semble, étudier l'enveloppe formelle du symptôme pour comprendre comment, par quel symbolisme, à un certain moment, le sujet peut solliciter son corps pour porter à l'expression, je dis porter à l'expression pour éviter le mot langage, pour porter à l'expression quelque chose qui ne veut pas, qui ne peut pas se dire, on va revenir sans doute là-dessus, hein, en discutant, hein, mais qui en tout cas a le dernier mot, si je peux dire, a le dernier mot sans mot. Voilà. C'est même la question. Alors, le fantasme, il faudrait parler très longuement du fantasme. Pourquoi est-ce que le fantasme est dans le coup, là? Oui. On aurait tort de considérer le fantasme comme une formation simplement psychique. Vous savez que le fantasme naît pour Freud de l'excitation corporelle. C'est dans l'excitation corporelle, auto-érotique, ensuite soutenue à partir d'expériences oedipiennes par la masturbation, c'est là que s'exerce cette espèce de jouissance première qui vient du corps. Simplement, à un certain moment, je vais très vite pour en venir au corps, mais le sujet élabore des scénarios qui lui permettent de mettre en acte cette jouissance corporelle. La masturbation que Lacan appellera la jouissance de l'idiot, n'a pas besoin d'être très intelligent, puisque son but, c'est d'imaginer par le processus psychique des scénarios capables de produire l'acmé, de sauver de la jouissance corporelle. Mais je vais très vite sur le fantasme. Le fantasme n'est pas explicitement psychique, il a sa base dans le corps, il revient au corps. Alors, Freud a l'air de nous dire, malheureusement, il ne le développe pas. C'est-à-dire, là, on aurait une vraie psychosomatique, une caractérologie, des types psychodynamiques, etc. Et là, il nous fait réfléchir quand même dans notre clinique. Quand un patient commence à somatiser à outrance, hein, ça ne dit pas de dire on s'en fiche, c'est ça. Il faut bien voir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'économie du fantasme. D'ailleurs, on sait très bien qu'une interprétation trop pertinente peut produire une somatisation. Elle peut même faire rentrer un sujet. En tout cas, ce que je veux dire, c'est des exemples cliniques très variés, mais en tout cas, il faut savoir que la jouissance du fantasme peut passer par le corps. Vous voyez, alors, la formule serait même assez mystérieuse en même temps. C'est-à-dire, ces fantasmes inconscients ne guettent que l'occasion de s'approprier un moyen d'expression. Comme le névrosé qui n'a pas déclaré, hein, qui ne s'est pas déclaré, il est sous la pression de fantasmes inconscients très forts. Vous savez que c'est un point très important, c'est-à-dire avant le déclenchement du symptôme, il y a une pression fantasmatique très forte. Eh bien, le fantasme psychique, là, il plaît. On aimerait évidemment comprendre un peu mieux comment se fait cette aptitude plastique, hein, si je peux dire, à se servir de l'organe comme écritoire. Là, j'introduis l'écriture dans ce livre. Effectivement, lui parle plutôt de l'aspect plastique. La clinique du corps fait partie des arts plastiques. En un sens, très partie. Enfin, oui, les exemples sont immenses. Enfin, prenez, sans prendre de pathologie lourde, prenez une simple émotion. Qu'est-ce que c'est sinon une conversion basique? Une crise d'angoisse, qu'est-ce que c'est sinon une conversion basique de ce genre, hein? À partir du moment où je n'arrive pas à modifier une situation qu'on appelle un traumatique stressante, ou bien je modifie le réel, ou bien je produis une action plastique. Je suis face à un danger. Salivation ralentie, etc. C'est le tableau de l'émotion dont parlait Timothy. Cette réaction ne sert à rien. Mais c'est une tentative réflexe désespérée de modifier le corps, à défaut de pouvoir modifier la réalité.
comprenez pourquoi aussi l'amour fait cet effet. C'est-à-dire que le sujet est affecté par l'autre. Affecté par l'autre. Et c'est cette modification, d'une certaine façon, lui permet de jouir de son émotion au cœur même du danger. Il pourrait y avoir une lecture comportementale. L'émotion est une façon de commencer à s'adapter. C'est pas entièrement faux. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est cette jouissance qui fait, par exemple, les sujets un peu tordus, comme le sujet fétichiste, vont, à partir d'expériences réellement angoissantes, souhaiter la répétition de cette espèce d'orage corporel pour en faire une stratégie de jouissance personnelle. Voir, par exemple, Rousseau qui raconte comment il a reçu la fessée dans Mademoiselle Lambertier. Il a eu très très peur, évidemment, d'être frappé, de souffrir de la fustigation, etc. Et puis, en cours d'exécution de la commission, comme absolument, surgit entre les deux. C'est une des premières descriptions cliniques. Alors ça, c'est la coexcitation du divin. C'est pour ça qu'il me semble d'ailleurs que le concept d'excitation est un concept majeur, et qui en tout cas, la preuve c'est que Freud on pourrait en faire. On la pose, elle déclenche la question. Mais c'est l'événement somatique, c'est la racine somatique de l'événement. Personne n'a jamais fait aucun symptôme sans un acompte corporel, même les hystériques. Vous savez qu'il arrive même à Freud, je ne sais pas trop compliquer les choses, mais il arrive même à Freud de dire que toute attaque hystérique contient des décharges corporelles qui viennent de la scène primitive. On a bien vu, ça veut dire que c'est en voyant la scène primitive, c'est-à-dire la jouissance dans l'autre, que les hystériques viennent enquistrer quelque chose dans leur corps. Donc toute la météorologie du personnel d'excitation vient de l'écologie parentale. C'est pour ça qu'il y a dans toutes les familles, c'est comme ça, des choses qui font partie de l'écologie du corps. Et c'est avec cette matière première que les hystériques font leur vie. C'est pas donc la pure psyché qui se convertit, c'est la pure corporité. C'est une interaction permanente entre l'excitation et effectivement, alors, plus ça va aller, plus ça va être compliqué cette histoire. L'excitation, c'est le sommet, hein, c'est bête l'excitation. C'est un truc qui a terre, qui monte. À partir de là, effectivement, ça va faire travailler notre fantasme. Et ce que cherche le sujet dans le fantasme, c'est la réactivation de l'excitation, même s'il doit passer par le détour de la représentation. C'est ça qui est produit. Donc, je crois qu'une des cliniques du corps, et c'est en cela, en fait, moi c'est pourquoi la psychanalyse a du corps, elle a tout à dire sur ce corps, des glissements. Des glissements de la. Alors, vous sentez bien qu'on a envie de vous soulever la question de ce plaisir fantasmatique en disant c'est une nuisance. Là, vous savez, il faudrait parler très longuement de la transformation du plaisir freudien en nuisance latente. Mais enfin, cliniquement, Freud repère déjà ces effets de glissement à même l'organe. Il y a d'ailleurs chez Freud une notion très importante qui s'appelle l'organos, c'est-à-dire le plaisir d'organe. Tout organe a un plaisir lié à l'excitation, un plaisir local. Tout organe doit servir, comme il le dit très bien à propos de la sensibilité, doit servir de maître à la fin. D'une part sa fonction organique, c'est-à-dire faire son métier d'organe, d'autre part c'est sa finitude. Bien compliquer la tâche. Au fond, la libido, elle est prévue par la nature. Il faut un corps vivant et apte au plaisir. Sauf que chez l'animal humain, vous savez que la libido, elle a un drôle de destin. C'est-à-dire qu'elle est prise par la vie. Mais tout organe a cette aptitude, n'est-ce pas, à jouir, qui s'ajoute à sa fonction organique. Certains biologistes pourraient dire que le plaisir, c'est quelque chose qui vient lier l'exercice de la fonction organique. Peut-être. Mais le sujet humain fait toute une histoire avec cette fonction supplémentaire. Il tend à s'autonomiser. Voilà. Et c'est ça qui fait peur aussi au sujet. Et comme toute l'expérience analytique montre que s'il y a quelque chose dont le sujet humain a peur, c'est son corps. Il a peur de son corps. Il y tient
très très paradoxal, c'est sur l'anthropologie psychanalytique du corps, c'est qu'il y a un très très grand paradoxe. Le corps, c'est ce qui est bien, et c'est ce qui est le moins bien. C'est ce qui est le lieu même de l'altérité. Quand le sujet, c'est pour ça que le sujet passe son temps à trouver des moyens de voiler le corps. Tout le social, de toute façon, ne va être face à face avec le corps. Dès que le corps existe dans le social, c'est pour le moins d'une vitesse, pire d'une violence. Et de façon beaucoup plus fondamentale, le fantasme passe son temps à filtrer le corps. Il faut juste ce qu'il faut de corps pour soutenir la jouissance. Mais il y a des moments où le corps se montre alors à fond. Les moments où culmine l'acte sexuel. Ou d'une certaine manière, le fantasme même ne tient même plus. Le désir, c'est rencontrer l'altérité du corps de l'autre dans quelque chose où tout est possible. Ça, par exemple, le sujet hystérique qui déclenche des crises à l'approche de l'acte sexuel. Il y a une belle description dans l'homme sans qualité de musique, une femme hystérique qui déclenche une crise de stimulation à l'approche de l'acte sexuel. Pourquoi? Surtout, c'est connu. Pourquoi? C'est parce que quand le corps pulsionnel se déclenche, il est capable d'un effet autonome qui subvertit le sujet. Il lui arrivait, et pas du tout psychotique, il lui arrivait après l'acte sexuel, d'avoir un moment de désubjectivation totale. Où il était capable, devant sa partenaire inquiète, de tourner en rond en disant c'est trop beau, c'est trop bien, c'est trop beau. Quelque chose où le sujet, c'est un effet typiquement hystérique. Les hommes hystériques, tout à fait exactement la même chose. C'est un effet de tsunami de cette jouissance corporelle qui ne peut plus être bordée par le corps. Mais c'était là une pathologie particulière, mais c'est une question qu'on pourrait se poser. Comment se fait-il qu'en passant à l'acte sexuel, les sujets n'éclatent pas sous la pression du corps pulsionnel? Comment est-ce qu'ils passent du régime de filtrage social au corps à corps? La pornographie, d'ailleurs, est chargée de faciliter la tâche en produisant un certain nombre de fantasmes standards, etc. Mais pour parler vraiment sérieusement de cette question, je veux dire, il me semble qu'elle pose la question de cette autonomisation du corps. Toute notre clinique témoigne de ça, de ces effets de débordement. Alors, voilà, quand on dit que l'analyse du corps, tu parles. Il accueille même ce corps. Alors là, nous avons retourné les choses. Évidemment, c'est notre idée, c'est notre cause, en disant que le corps le plus réel, c'est peut-être celui-là. Le corps de la réalité, c'est le corps organique. Et naturellement, le corps de la libido est impossible sans un être vivant. Il n'y a pas de libido du cadavre. Sauf s'il devient vampire. Voilà. Le vampire, c'est très exactement cette croyance folle au vampire, c'est le corps de la jouissance qui se reforme par-delà la mort. C'est pas drôle parce que quand vous avez un vampire qui vient vers vous, qui vient, vous voyez, le vampire dans les films connus, c'est un agresseur particulier qui ne perd jamais de vue sa victime. Et puis il n'attaque pas en traître, c'est pas par derrière, jamais. Vous voyez, c'est pas comme certains agresseurs sexuels. Il regarde parce que venant de l'outre-tombe, il peut tout exiger de vous, qui est des êtres vivants qui avaient quelque chose à perdre, puisqu'évidemment, il vient prélever du corps sur l'autre. Voilà. Ça me paraît d'ailleurs intéressant que le vampire, c'est un mythe très moderne, du XVIIe siècle, c'est assez récent. C'est comme par hasard, c'est au moment où apparaît la médecine, on voit, vous voyez, que le corps de la jouissance doit être pensé ailleurs. C'est intéressant. Et on commence à douter de l'immortalité de l'âme, etc., qu'on voit apparaître des sujets et les morts vivants. Donc, vous voyez, c'est vraiment un tabac dans le film. Des films d'épouvante où c'est des êtres qui viennent de par-delà la mort embêter les vivants. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est son propre corps de jouissance qui revient à travers le mort-vivant. Voilà. C'est-à-dire qu'on a très très peur de ce corps-là. Et en même temps, c'est le corps qui est le plus cher, et c'est celui qu'on engage dans l'acte érotique. Oui, exactement. Tout à fait.
dans le cauchemar, on se retrouve face à ce corps qui ne peut plus être voilé par aucun fantasme. Ce qui fait que ça réveille, voilà, ça réveille, ça pousse au réveil. C'est tiens, j'ai un corps. Alors, bien sûr, il y a tout le contexte psychique du cauchemar. Hein. C'est quand il n'y a plus de médiation face au réel. Et donc, c'est le réel qui cause tout ça. Pas au sens de la psychose, mais oui, c'est un effet d'autonomisation du corps. C'est pour ça que les hystériques, vous voyez, les hystériques qui font tous ces trucs avec le corps, méprisent le corps, ont peur du corps, foncièrement. En plus, méprisent le corps. D'une part, parce qu'il y a une demande d'amour, que le corps n'est qu'un moyen dans leur fantasme, et d'autre part, parce que ce corps veut être à tout prix évité. On dit souvent que le corps hystérique, c'est un corps qui jouit dans tous les organes, sauf dans la zone génitale. Voilà, c'est l'image que l'on donne. Donc c'est une façon de dire qu'effectivement, il y a une délocalisation de la jouissance, pas seulement dans la psychose, il y a une délocalisation de la jouissance. Alors, ces éléments, on les connaît. Par contre, et c'est pour ça que j'avais écrit corps et symptômes, comment se fait-il qu'on ne systématise pas cette ligne de recherche pour avancer dans cette question pas simplement en voulant faire un strapontin au savoir d'inconscient par rapport au savoir médical, mais vraiment en essayant de comprendre ce corps-là. Évidemment, maintenant, on se pose toute la question de la thérapie, est-ce que ce corps, est-ce qu'il veut qu'on en fasse quelque chose? Parce que ce n'est pas le corps même qui témoigne contre la médecine. Je rappelle quand même que l'hystérique, c'est notamment une femme qui a défié la médecine depuis longtemps, depuis Hippocrate, jusqu'à ce qu'elle tombe sur le docteur Freud, qui lui-même a commencé à réagir en médecin, qui s'est énervé, et qui finalement a eu le génie d'écouter les hystériques, en disant qu'elle avait peut-être raison, enfin, etc. Est-ce qu'il casse le nez sur le cas Dora, etc. Enfin, le larynx de Dora, c'est ça, à quoi il sert, le larynx de Dora? Il ne sert pas simplement à respirer, à parler, mais quand M. K est absent, il sert à avoir une aphonie. Et Freud, impeccablement, voit, alors que Dora dit qu'elle déteste cet horrible, ce vil séducteur qui s'appelle M. K, son larynx n'est pas d'accord. Parce que quand M. K n'est pas là, elle réagit comme une amoureuse. Donc, ce qu'elle ne peut pas dire, le corps va se charger de le signifier. Vous voyez? Qu'est-ce que c'est que le larynx dans une laryngite? Je laisse de côté les virus. C'est un organe qui jouit tout seul. C'est un organe qui a une telle autonomie que du coup, évidemment, la voix ne passe plus. Vous voyez? Alors, Dora dit qu'au fond, voilà, elle tenait c'est génial chez Freud, elle tenait cet organe à disposition. Nous avons tous notre organe favori. Les médecins diraient, mais non, c'est une fragilité constitutionnelle, voire génétique, etc. Peut-être. En tout cas, nous avons notre organe favori avec lequel, qu'on appelle la fragilité, avec laquelle nous arrangeons pour... alors, vous voyez, c'est ça la question. Pas pour dire. Il faut être un peu borné là. Si on avait pu dire, ça ne ferait pas cet effet. Pour signifier. C'est pas du signifiant, mais c'est des signes. Il y a des clignotants du corps. Vous voyez, il y a une sémiotique du corps. Le corps s'allume. Et donc, c'est vrai qu'une certaine interprétation du lacanisme, comme tout langage, dire tout au langage qui célèbre, c'est très dangereux. C'est pas vrai que tout est langage. C'est justement parce qu'il y a du réel que se pose la question du langage. Donc, notamment le dernier Lacan, on parle beaucoup plus du réel que du langage. Alors, bien sûr, on ne va sûrement pas revenir sur la question du signifiant et de l'efficace du signifiant. Vous voyez qu'il y a le corps parlant, et puis il y a le corps, vous voyez le prendre forme, ce corps de la psychanalyse, qui est le corps pulsionnel. Bien sûr, il faut le détailler, le corps narcissique, le corps de la pulsion de mort, de l'auto-érotisme, la pulsion de mort, le moi-corps, mais ce corps qui, au fond, vient témoigner d'une autre vérité. La psychanalyse ne caresse pas le corps dans le sens du poil avec les médecines douces. Il affronte ce corps hard. Il ne s'agit pas d'adoucir le corps. C'est une autre stratégie, ça. Il ne s'agit pas d'avoir une meilleure harmonie avec son corps.
Il s'agit plutôt de ne pas céder sur ce que le symptôme dit. Et à partir de là, bien entendu, se pose la question de repérer. Il me semble que poser la question comme ça a des effets cliniques, c'est de repérer des petites manifestations insignifiantes chez les patients qui sont des signes essentiels. Bien sûr, inutile de dire que comme l'amour, le transfert produit des effets corporels. Et donc, des séances d'analyse où effectivement le corps est neutralisé, mais quand même l'allongement du corps est quand même un sacré effet corporel. Il arrive à Lacan de dire que l'analyste, c'est Lacan qui parle, et peut être brusquement horrifié par l'image du corps de son propre patient allongé. On me dirait, c'est peut-être un symptôme chez Lacan. Non, il fait allusion au fait qu'effectivement, il y a quelque chose. C'est pour. Vous voyez, il n'est pas dans certaines cas lacaniennes qui a été au langage. Il y a des moments où, dans la cure de langage, quelque chose de la réalité du corps surgit, une force très grande, parce que quelque chose est bien vu. C'est pas. Je me souviens d'une interprétation juste, pas trop juste, parce qu'elle aurait pu être trop juste. J'avais mis en évidence que chez un patient qui avait, récemment, un patient qui avait une obsession, mais qui était obsédé, enfin, il avait une fascination quand il était petit pour un personnage, un de ces personnages terrifiants, enfin des bandes dessinées. Et on a pu mettre en évidence que ce personnage n'était rien d'autre que le père prisonnier, qui était revenu, c'est-à-dire que le moment où il s'est pris de ce personnage, c'était une incarnation du père qui faisait retour. Quelqu'un qui a vécu son étude pendant la Seconde Guerre. Donc, le père prisonnier de guerre, c'est une catastrophe pour les familles, mais pour les petites familles, ça permet d'être en paix. Mais le retour du père s'est décliné dans cette atmosphère terrifiante avec le retour du refus. Mon petit-fils, je veux dire, incarnation, voilà, je ne peux pas détailler, mais vraiment cette incarnation d'un personnage. Cette interprétation a produit un effet de Sherlock Holmes qui est intéressant. Pourquoi? Parce que l'affect du père connecté sur le personnage est venu s'actualiser dans le corps. C'est-à-dire que ce jour-là, il a eu la peur de son enfance, qui a eu certains effets pour lâcher quelque chose comme ça. Nous aimait beaucoup dans sa descente. Très compliqué. Ne disons pas que le corps n'est pas dans l'essence de la vie. Mais ça revient, vous voyez, comme un signe. On peut avoir aussi un affect qui ne veut rien dire. Mais cet affect-là est venu en quelque sorte ponctionner quelque chose, pas de l'ordre du signifiant, voilà, qui fait que là le corps répond, le corps fait signe. Bon, mais évidemment il y a beaucoup de choses qui du coup s'enchaînent. Juste, assez rapidement, vous voyez, autre exemple, l'exemple que vous connaissez peut-être, dont Freud parle dans Analyse finie infinie, c'est-à-dire cette patiente hystérique, guérie par l'analyse, qui souffre d'un myome, une tumeur du muscle utérus, qui est là donc confrontée à ce myome, qui subit une opération. Elle subit cette opération, et en sortant de l'opération, elle est redevenue hystérique. Patiente, dit Freud, qui avait été guérie. L'exemple que je développe toujours là, dans la formation sur le corps, ça me paraît très important. Elle a été guérie pendant une douzaine, même plus d'une douzaine d'années. Elle a été remise en état de marche. Elle souffrait d'une abasie, c'est-à-dire d'un trouble de la marche hystérique. Elle est donc littéralement remise en état de marche. Elle a un myome, elle rechute dans l'hystérie. Pourquoi? Parce que, nous dit-il, je le dis à chaque fois, mais c'est un peu allusif ce qu'il nous dit, il aurait fallu le détail du cas. Mais enfin, cette patiente-là a fait un transfert sur son chirurgien qui lui a permis de revenir au transfert oedipien primitif sur le père, et elle a. Alors il y a un passage là aussi, les métaphores chez Freud sont intéressantes. Elle s'est plus qu'à donner, elle s'est saoulée. Quand on mange beaucoup, vous savez, dans un banquet, c'est-à-dire que
si je fais Elgen en allemand, c'est sans mettre jusque-là. De fantasme masochiste de transformation dans son intérieur, c'est-à-dire dans son utérus, par lequel elle voit là son roman d'amour. On aurait aimé avoir plus de détails pour voir comment ça s'articule. Enfin, vous voyez quand même à peu près le tableau, c'est-à-dire le historique du gynécologue, voilà. Avec évidemment un trait pervers dans cette histoire, mais il y a toujours un trait pervers du frontal. Voilà. Et quand elle ressort de ça, elle a fait un tel séjour, si je peux dire, dans cette jouissance régressive, qu'elle est revenue aux symptômes primitifs. Vous voyez qu'une opération, ça peut être dangereux, du point de vue pour le corps pulsionnel. Donc elle est fort heureusement guérie de cette tumeur, mais Freud n'hésite pas à dire qu'elle n'a plus jamais été accessible à aucun traitement psychothérapeutique. Mais il ne nous dit pas exactement pourquoi. Il dit juste que, vous voyez, là la problématique fonctionne à nouveau. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose du déplacement. Beaucoup de ce qu'on appelle le choc opératoire renvoie à cette question-là. Et évidemment, c'est pas inquiéter les gens qui se font opérer. Si je veux dire comme ça, mais pour bien indiquer de quoi il s'agit, un corps qui n'est pas fragile de ce côté-là va réduire le choc opératoire à ce qu'il faut de déplacement de l'organe. Enfin bon. Mais chez les sujets chez qui ça se joue, enfin bon, j'avais pensé à l'opération qu'avait subie Primo Levi avant son suicide, et il faudrait voir ça de plus près, mais je suis persuadé qu'il y a eu quelque chose, y compris comme chez les déportés, parce que le travail que le bourreau n'a pas pu terminer, quand le chirurgien rentre dans le corps, il arrive que ça produise des effets de compensation. Bon, ça suppose aussi d'introduire toute la question de la pulsion de mort, etc. Mais vous voyez, l'inspiration fondamentale, c'est ça que j'ai surtout noté, l'inspiration fondamentale de la psychanalyse, c'est de mettre en évidence cette possibilité que le corps pulsionnaire profite de toute transformation qui vienne, oui, on peut reprendre la formule de Lacan à propos de la psychose, en l'élargissant, délocaliser la jouissance. Alors, elle n'a pas fait une bonne affaire, parce qu'elle est retombée dans son hystérie, mais Freud, qui est toujours très lucide, nous dit, pendant toutes ces années où elle était en forme, elle se dévouait pour les autres. Donc, qu'est-ce qui est préférable pour un sujet? D'être en bonne forme, mais d'être au service du désir des autres, ce qui est une spécialité hystérique, Anao, etc. Ou bien témoigner de son désir à travers le corps. Vous me direz, ça fait quand même un destin très misérable, certes. Voilà. Sur la femme hystérique au XIXe siècle, voilà, c'est ça. Hein. Mais, vous voyez, ce que je veux dire simplement, c'est que, ce qui nous intéresse, c'est le symptôme du corps. Le corps ne moufte pas, comme dirait Lacan. Il vient dire quelque chose, il ne ment pas. Il ne ment pas, mais nous ne pouvons pas non plus nous régler simplement sur le corps, comme dans les biothérapies, etc., comme si le corps c'était la vérité directe. Non, il faut comprendre le lien qu'il y a entre le conflit inconscient, dans sa détermination symbolique, et ses moments de réel. Encore une fois, ça part de l'affect, ça part de l'angoisse, et ça va jusqu'à la grande conversion hystérique, ou même la paralysie. Bon, là, vous comprenez, ça pose toute la question du vertige, ça pose la question vous avez pas mal étudié toute la question dentaire, c'est extrêmement intéressant. Bref, sans doute dans la discussion, on va revenir à certains exemples. C'est tous ces moments où un corps n'est plus caché par l'autre, à condition qu'on ait un médecin du désir. Voilà, vous voyez, voilà. Et je trouve que c'est une définition intéressante de l'analyste. Alors bien sûr, l'analyste, il ne faut pas exagérer dans ce sens, il ne cherche pas à comprendre le corps pulsionnel pour lui-même, mais en tant que le corps vient témoigner à un moment donné de quelque chose, le moment somatique. D'où, il me semble, la critique qu'on doit avoir face à cette construction d'un profil psychodynamique type de l'asthmatique, du rectocolite hémorragique, etc. Hein. C'est l'occasion d'avoir une bonne discussion clinique. Hein. Mais par contre, si Freud n'est pas allé dans ce sens,
vrai qu'il aurait pu s'intéresser plus à l'asthme, etc. Mais enfin, c'est parce que ce qui l'intéresse, c'est l'irruption du corporel qui vient se mêler à la conversation ou qui vient du coup savoir se faire entendre quand il n'y a plus de langage. Alors bien sûr, le but de l'analyse, c'est de refaire parler. Mais il faut avoir, comment dire, il ne faut pas avoir une oreille toujours, il ne faut pas avoir la superstition de l'être parlant. Vous voyez, c'est ça. Hein. L'écoute, je veux bien, mais enfin, il faut savoir aussi lire. Hein. Et le corps peut être un écritoire. Et donc, il faut faire, enfin, je ne parle pas du dossier médical du patient, mais justement, ce n'est pas une logique de dossier médical. Dans un dossier médical, je dis souvent aux étudiants, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez effectivement les symptômes médicalisés énumérés. Et puis là, vous allez trouver ces trucs louches, bizarres, mais est-ce que ça vient ou pas dans le dossier médical? C'est des choses bizarres, des manifestations excessives. J'avais un patient, malheureusement c'était une maladie organique grave en même temps, mais enfin, quand il présentait ces symptômes, le médecin disait vous êtes l'homme des records, c'est pas possible. C'est-à-dire que vous avez des manifestations incroyables. Ça peut être un trait d'hystérie. Donc la médecine, encore une fois, c'est son devoir, j'en reproche, mais elle filtre le corps traitable. Elle n'écoute pas cette jouissance intraitable qui vient témoigner du fait que ça ne va pas. Et c'est pour ça que l'hystérique reste, enfin, d'une certaine manière, l'héroïne du corps de la psychanalyse. C'est quand même un point très important. C'est pas un hasard si les psychosomaticiens travaillent surtout sur l'hystérie, en disant Freud a compris l'hystérie, mais ce qui nous intéresse, c'est les pathologies végétatives, etc. Oui, c'est très intéressant, bien sûr, d'en discuter, mais c'est l'hystérique qui nous montre la voie. Puisque c'est l'hystérique qui est l'insurgé de l'histoire. Oui. Ça aussi que les hystériques aiment bien les médecins, d'abord. Voilà, ils vont voir d'abord les médecins pour qu'ils essayent un peu de titiller cette jouissance-là. Bon. Mais bon, l'analyste, encore une fois, est quelqu'un qui ne transforme pas tout en langage. C'est quelqu'un qui accueille ce corps, somme toute extrêmement bruyant, mais que la médecine fait taire. Alors c'est très intéressant parce que ça ne fait que se confirmer. C'est le reproche qu'on peut faire à l'imagerie médicale. C'est pas du tout de faire progresser le repérage de la lésion, etc. C'est finalement d'accréditer l'idée que tout ce qui ne se voit pas n'existe pas du corps. Et évidemment, une monstrueuse hypocondrie, c'est rien au plan du scanner, mais c'est subjectivé. C'est subjectivé comme peut-être, alors, bon, un dernier aspect, et puis il y a quelques mots sur la métapsychologie, c'est la discussion, hein. Peut-être revenir encore sur cette question de l'excitation, parce que Freud, quand il met l'accent de façon plus nette, peut-être on l'a remarqué, sur le rôle de l'excitation somatique chez l'hystérique, dit, c'est également dans la leçon d'introduction à la psychanalyse, que le noyau du symptôme psychonévrotique est formé par le grain de sable, dit-il, au centre de la perle, est formé par une expression sexuelle somatique. Autrement dit, et c'est une métaphore d'ostréiculture, je ne dis pas des crustacés, des coquillages, des moules. Il m'avait amené dans la dernière, j'en avais parlé dans l'édition précédente, mais dans la dernière édition de Corps et Symptômes, dans la préface, c'est curieux, c'est Freud qui nous oblige à faire ça, il avait un peu travaillé cette question-là. Il y avait un article dans la revue Pour la Science, très précis sur ce que font les crustacés, notamment les huîtres, pour produire des perles. Ce qui est un processus absolument stupéfiant, c'est-à-dire que c'est un processus organique et inorganique. C'est-à-dire qu'il y a un grain de sable, un déchet, un rien, enfin, qui tombe
dans ce qu'on appelle le manteau du crustacé, c'est un réflexe de défense. Mais les crustacés qui ne peuvent pas, comme les autres animaux, être agressifs envers l'agresseur, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils l'enterrent dans la nacre. Vous voyez? Il y a une description que font les spécialistes extraordinaire où l'agresseur se voit construire un tombeau de nacre. Ce qui fait que ça commence, c'est un réflexe immunitaire, hein, c'est-à-dire, vous voyez, il y a un grain de sable et à la fin, ça devient une perle. Les perles, c'est évidemment très joli au cou des dames, voilà, hein, c'est quelque chose qui vient. L'homme a mis son désir là-dedans. Mais l'huître voulait juste voilà, produire quelque chose qui enveloppe l'attaquant. C'est quand même une drôle d'histoire parce qu'il y a une esthétique des produits naturels que vous trouvez dans la réflexion, c'est sûr. Vous savez, il y a chez Lacan la théorie du semblant, c'est-à-dire la nature joue à faire semblant. Elle produit des arcs-en-ciel, des choses comme ça. Mais enfin, c'est quand même très joli, ça tombe, c'est anormalement bien cette perle. Enfin, il n'empêche que c'est vraiment dans le désir des humains que c'est intéressant. Or, Freud, qui a des métaphores splendides, c'est pour ça d'ailleurs dans le dictionnaire j'avais fait un petit lexique des métaphores chez Freud. Vous voyez, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'excitation joue le rôle du grain de sable qui a recouvert le coquillage des couches de la substance de nacre de perle. Ce qui veut dire, en clair, je simplifie la métaphore, que le grain de sable, c'est l'excitation. C'est un truc, vous voyez, basique et pas très propre. Hein? Mais le symptôme somatique, c'est la perle. Vous voyez, l'hystérique produit des perles. Voilà. Donc, bon, on peut exploiter cette métaphore, en tout cas un certain temps. C'est-à-dire qu'au fond, nous, ce qui nous intéresse, c'est la perle, c'est-à-dire l'enveloppe formelle du symptôme. Mais c'est produit avec un grain de sable. Et s'il n'y a pas ce grain de sable, c'est-à-dire un corps excité, il n'y a rien. C'est pour ça que la théorie analytique, enfin, la conception analytique, elle est quand même matérialiste de ce point de vue. Simplement, nous ne sommes pas intéressés par l'excitation elle-même, parce que l'excitation, elle s'excite, quoi, sans fin. Hein. Nous sommes intéressés par ce que l'hystérique produit. Vous voyez, je prends le cas de l'hystérique, mais en règle générale, cette production d'un symptôme somatique original qui est là traité par tout le symbolisme. Mais quand nous avons affaire à une perle, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer la perle, de la travailler, hein, il faut savoir que c'est le corps qui est mis au travail. Alors, voilà, à partir de là, comprendre le fonctionnement de l'excitation, de la libido, le moment, ça a été, je crois, détaillé dans l'exposé précédent, ce moment de ressaisie du narcissisme dans toute l'image du corps, toute la dimension spéculaire. Hein. Ensuite, toute la construction du moi-corps, avec toute la question des limites du moi. J'ai l'habitude de dire que je ne crois pas trop au moi-peau, dans la mesure où le moi, c'est la peau, pour Freud. Mais effectivement, on peut se représenter le moi comme un moi-peau qui pose ses limites, et puis qui ensuite est confronté foncièrement aux forces de vie et de mort. Avec la grande découverte de Freud de la pulsion de mort, c'est aussi la possibilité que dans le corps interviennent des mécanismes de déliaison. Enfin, c'est quand même un constat. Un trauma de séparation, déclenchement d'un cancer. Voilà, la fameuse question qu'on discute à chaque fois. Une pensée magique dirait, bon, ben, c'est le ça qui a fait une tumeur. On n'est pas exactement comme Brodeck, qui pense qu'il y a un ça qui fait des cancers, des névroses, etc. Par contre, on constate que la perte de l'autre peut produire des mécanismes de... Enfin, c'est une aubaine pour la pulsion de mort. Je rappelle que la pulsion de mort, ce n'est pas quelque chose de très méchant, démoniaque. Le corps comme le désir sont des mélanges permanents de pulsions de vie et de mort. Un corps vivant contient une bonne dose de pulsion de mort. Si on n'avait pas de pulsion de mort, il n'y aurait pas d'érotisme non plus. Donc on veut mourir un peu, on fait des petites morts, sinon la vie sera invivable. Mais, alors, pour des raisons qui est une économique très complexe, enfin, on n'a pas de réponse à ça. À un certain moment, la pulsion de mort, c'est un putsch.
elle prend le pouvoir de telle sorte que, alors, là on a envie de dire qu'elle fait un cancer. C'est pas la pulsion de mort qui fait un cancer, mais le sujet, à un certain moment, voilà, ouvre une économie du corps qui fait que, vous voyez, là on peut oser chercher la possibilité que l'inconscient produise des lésions. Mais ce qui est intéressant, c'est que Freud n'unifie pas tout ça par une théorie totalement explicative. Vous voyez, il faut, au coup par coup, repérer les moments où apparaît en quelque sorte cette nécessité pour le corps, non seulement de se mêler à la conversation, mais pour le coup de porter à l'expression un réel qui n'a pas de lieu ailleurs. Voilà. Et de ce point de vue-là, bien sûr, que j'aime bien, mais enfin, un symptôme psychosomatique, un phénomène psychosomatique, c'est une moyen de se refaire une santé. Quand le sujet ne peut pas le dire autrement. Alors, voilà. Je pense à une patiente qui... Alors, il y a toute la question du vieillissement qui serait intéressante à noter, là. Le vieillissement n'est pas un processus d'involution, c'est un processus de renégociation à chaque moment, avec évidemment le temps réel organique qui dégrade là cet organisme. Enfin, une renégociation permanente entre les pulsions de vie et les pulsions de mort. Évidemment, sinon il n'y aurait pas de démon de midi. Le démon de midi, c'est une déliaison pulsionnelle très particulière qui rebooste la libido, mais qui en même temps a un côté très destructif. Enfin, il y a quelque chose qui se joue là qui est très important. Et le vieillissement lui-même, c'est ça. Il se confronte en permanence à cette question, que faire des pulsions de vie et des pulsions de mort.